Valls, alors en 2014, lorsque vous étiez Premier ministre de la France, vous regrettiez que la Banque centrale européenne ne mène pas une politique suffisamment expansionniste. Aujourd'hui, la politique de la BCE est très restrictive. Si vous étiez aux manettes à la Banque centrale européenne, est-ce que vous auriez procédé à l'augmentation des taux directeurs? Alors, je n'ai jamais été candidat à diriger la Banque centrale européenne, qui est indépendante. Mais ce qui a changé à partir de 2014, notamment avec Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission et de Mario Draghi à la tête de la BCE, c'est une politique expansive. Et d'ailleurs, on l'a vu notamment pendant la période du Covid. Pendant quelques années, voilà. Absolument. Mais pendant quelques années, et ça a été très utile. Donc, on peut comprendre un certain nombre de décisions de la BCE par rapport à la montée de l'inflation. Et moi, j'alerte sur les conséquences, sur le danger de poursuivre une politique de hausse des taux d'intérêt qui risque d'étouffer l'économie et qui peuvent mettre dans une très grande difficulté des millions de personnes appartenant à la classe moyenne concernant le logement. Oui, puisque l'augmentation des taux directeurs entraîne une limitation de l'accès aux prêts pour les ménages comme pour les entreprises. Donc une crise de l'immobilier. Parfois, par rapport à la situation espagnole, vous avez une expérience citoyenne et politique en Espagne. Est-ce que la France pourrait connaître le même sort que l'Espagne, c'est-à-dire une baisse significative des ventes sur le marché de l'immobilier? C'est un risque et je crois qu'en France, on est déjà en train de s'en apercevoir. Alors, cela a des conséquences en termes d'emploi pour un secteur, celui du BTP, qui est évidemment tout à fait essentiel. Mais l'accès à la propriété, l'Espagne est un pays de propriétaires. En France, il y a aussi beaucoup d'habitat social. Mais pour les jeunes ménages, c'est évidemment un vrai sujet. Et on voit, selon les banques, que l'accès au crédit pour le logement est déjà en recul. Donc attention, parce que là on touche à la fois à notre économie, à sa croissance, les prévisions sont plutôt correctes, les dernières qui ont été publiées par le FMI, mais cela a aussi des conséquences sur les classes moyennes. Et quand on touche à ces classes moyennes, les conséquences politiques, dans un moment que nous avons déjà décrit comme délicat, peuvent être considérables. Des conséquences sur la monnaie également et la crédibilité de la monnaie. Est-ce que l'essor des BRICS et également de pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, qui frappent de plus en plus fort à la porte des BRICS et qui sont exportateurs de pétrole, pourrait conduire des pays de la zone euro et la zone euro vers des crises de solvabilité? Alors il faut faire attention, c'est en effet un des sujets d'actualité. Ces crises de solvabilité peuvent aussi concerner des pays qui appartiennent à ces BRICS également. Mais attention, parce que nous sommes dans des économies très interdépendantes et toute conséquence, tout choix fait, et moi je me réjouis qu'on ait une BCE forte qui agisse. On sait que pour que l'union de l'européenne sur le plan économique soit vraiment accomplie, il faut une politique monétaire, il faut une politique fiscale, il faut des harmonisations économiques, fiscales et budgétaire qui aille jusqu'au bout. Mais attention à toutes les conséquences que vous venez de décrire. Je reviens sur la question de Tom Benoît, en voulant la creuser avec vous, Manuel Valls. Vous connaissez bien l'Espagne, bien sûr, puisque vous êtes aussi espagnol. Quelle est la différence aujourd'hui entre l'Espagne et la France? Comment vous jugez les deux pays, vous qui y allez souvent? Je rappelle, vous êtes marié avec une Espagnole. Comment vous regardez l'évolution de ces deux pays? Qui est devant aujourd'hui? Non, la France est devant. La France est une puissance économique, budgétaire, politique. La France parle au monde, alors que l'Espagne a renoncé depuis longtemps à parler au monde, même je trouve. Malgré sa langue, oui, son expansion. Elle ne parle pas suffisamment, notamment à l'Amérique latine. Et moi, je souhaiterais que la France parle davantage aussi à l'Amérique latine. Nous avons un destin commun, qui est celui de la Méditerranée et du rapport avec ce continent d'avenir qui est l'Afrique. Pas seulement à cause du défi de l'immigration, mais il y a des défis géopolitiques, économiques, énergétiques. Il y a toute cette jeunesse d'Afrique qui nous intéresse. On est bien perçu en Espagne. Oui, toujours avec un regard d'ailleurs étonné par rapport, eux qui ont la retraite à 67 ans, sont étonnés de ces mouvements de grève. C'est sans doute un pays plus apaisé dans le débat politique, même s'il est fracturé, que le nôtre, peut-être parce que les gens croient moins dans la politique. Il y a la question de la dette publique, naturellement. Nous allons franchir en France le cap symbolique des 3 000 milliards de dette publique. Or, il y a des pays comme le Japon qui ont 260% du PIB, mais qui détiennent 90% de leur dette. Nous détenons seulement 48%. Quelle perspective voyez-vous par rapport à la soutenabilité de la dette publique en France? C'est en 30 secondes, donc. Mais c'est le grand sujet. Alors, il n'est pas facile, mais c'est pour ça que l'effort demandé aux Français doit être bien expliqué.
Parce qu'après la protection que les entreprises, mais aussi les citoyens ont eu pendant la période du Covid, il faut dire que nous ne pouvons pas continuer avec le niveau de déficit public et de dette que nous avons, sinon les conséquences économiques et sociales seront considérables. La une de Géostratégie, ce trimestriel en kiosque. Absolument, qui est toujours disponible jusqu'au 10 mai prochain, avant l'apparition du prochain numéro. La fin de l'hégémonie de l'Occident, tout le déclin, en tout cas, de l'hégémonie de l'Occident et du dollar. Je vous remercie, Manuel Valls. Merci. Merci, Tom Benoît, directeur